Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Une délégation d'hommes d'affaires français était en visite de travail à Abidjan depuis le 6 novembre. Ils entendent poursuivre les échanges déjà amorcés en vue de nouer des partenariats. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pris par hier la cérémonie de restitution des travaux de la délégation du Grand Est de France. Le salon des infrastructures d'Abidjan a pris fin, 5000 visiteurs, une centaine d'exposants. Une rencontre sur les routes, les télécoms, réseaux électriques, eau et assainissement. Elle a permis de présenter les solutions intelligentes dans le secteur. Une édition réussie selon les organisateurs. La Bissa 2018 a eu lieu aujourd'hui à Grand Bassam, mais moins festive, contrairement aux années antérieures. Selon le comité d'organisation, cela a été possible grâce à la purification. L'objectif est de permettre la tenue de la Bissa l'an prochain. Une délégation d'hommes d'affaires français était en visite de travail à Abidjan. Ils entendent poursuivre les échanges déjà amorcés en vue de nouer des partenariats. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pris part hier à la cérémonie de restitution des travaux de la délégation du Grand Est de France, Alexis Ouedraogo. Au terme de sa mission en Côte d'Ivoire, place aux restitutions des échanges et travaux de la délégation du Grand Est de France. Au pupitre de l'auditorium de la primature, Christine Bertrand salue le point établi et consolidé entre les deux pays. Le MEDEF Meurthe-et-Moselle et le MEDEF Grand Est, la maison de l'entreprise, est à disposition des chefs d'entreprise de la Côte d'Ivoire. La qualité des échanges que nous avons eus ces 3 derniers jours montre encore une fois que nous avons de belles actions à mener ensemble. À sa suite, Laurent Bion, président du World Trade Center, salue aussi l'énergie ivoirienne durant les travaux et les perspectives heureuses du continent. Il propose 2 actions concrètes. La première, c'est de travailler sur un axe international, France, Grand Est, voire européen, en proposant d'étudier la possibilité de créer un World Trade Center ici, à Abidjan, et j'aimerais, toujours dans le souci d'être très concret, vous apporter ma contribution en travaillant sur un projet de formation d'une école de soudure pour que la Côte d'Ivoire puisse aussi renforcer ses bases autour de l'industrie. Hôte, chef de délégation, n'a pas manqué, lui, de se réjouir de la mise en route de cette coopération qui doit soutenir une action plus globale, une action régionale. Nous étions engagés à pouvoir venir vous voir et je suis heureux que ça ait pu se faire aussi rapidement, que nous ayons pu, finalement, à travers ces moments d'échange, ébaucher de nouvelles perspectives de développement, de coopération entre nos pays, bien évidemment, entre la région du Grand Est et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, elle se veut ambitieuse. À l'heure où le continent compte à peine 3% du commerce mondial, le vice-président se veut optimiste. La Côte d'Ivoire doit être une sorte de hub pour l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas pour toute l'Afrique. Et c'est ce que nous voulons faire ensemble. Donc je suis certain qu'avec les gens du Grand Est, la fondation est faite. Dans 1 an, 2 ans maximum, je suis certain que les premières inaugurations vont commencer à sortir. La délégation a remercié la Côte d'Ivoire pour les beaux jours à venir. Fin de la première édition de l'African Investment Forum en Afrique du Sud. Plusieurs accords signés à Johannesburg. Cela représente 18 000 milliards de francs CFA d'investissement sur le continent. Envoyé spécial Jean-Luc Bambo. Ce sont au total 45 marchés d'une valeur de 32 milliards de dollars, soit plus de 18 000 milliards de francs CFA qui ont été conclus durant ces 3 jours du forum sur les investissements en Afrique. Des marchés signés principalement dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, le transport et les infrastructures. Un bilan qui va largement au-delà des attentes, selon le président de la Banque africaine de développement, principal initiateur de ce forum. Ici, dans notre continent, c'est une marque de confiance qui profite à notre continent.
commercialiser l'Afrique, développer la marque africaine, tout en étant réaliste, mais en focalisant nos efforts et notre attention sur la manière de transmettre les messages concernant l'Afrique. À l'instar des délégations qui sont venues des 4 coins du continent, la Côte d'Ivoire a présenté des projets dont la réalisation devrait contribuer à satisfaire les besoins en infrastructure et en développement du pays. Tous ces projets que j'ai vus entrent dans les priorités de la banque. Éclairer l'Afrique, nous avons des projets dans l'énergie. Nourrir l'Afrique, nous avons des projets au niveau du PENIA que monsieur le ministre Sangafoua a présenté. Et intégrer l'Afrique, il y a les projets d'interconnexion électrique, il y a les projets routiers. Tout cela, pour nous, entre parfaitement dans les 5 priorités de la Banque africaine de développement. Au-delà des intentions de financement et des contrats conclus, les participants à cette rencontre se sont surtout satisfaits de cette volonté de combler le fossé entre le capital disponible et les nombreux projets bancables sur le continent. Ici en Côte d'Ivoire, le salon des infrastructures d'Abidjan a pris fin. Une rencontre qui a permis de présenter les solutions intelligentes dans le secteur. Une édition réussie selon les organisateurs. On fait le point avec Francis Boifo. La 3e édition du Salon des infrastructures d'Abidjan-CIA s'est voulu un espace d'échange et d'information. Ce qui m'a impressionné le plus, c'est que par le passé en Côte d'Ivoire, on faisait le coffrage avec du bois. Et désormais, j'ai découvert qu'il est possible de faire la finition des maisons ici en Côte d'Ivoire avec des types de briques préfabriquées déjà. Vous avez par exemple, vous vous retrouvez dans une zone marécageuse ou bien humide. Vous ne pouvez pas utiliser le ciment ordinaire que nous appelons CPJ 32.5, mais au contraire, vous avez à utiliser le CHF qui est un ciment laitier, qui est un ciment adapté au milieu humide et agressif. 5000 visiteurs enregistrés cette année contre 3000 l'édition précédente, soit une augmentation de 30% du taux de visite. Concernant les exposants, on dénombre une centaine de structures, dont des petites et moyennes entreprises PME. C'est un succès pour nous parce que la plupart des visiteurs qui sont passés ne connaissaient pas l'entreprise. Donc on a pu atteindre notre cible, savoir nous faire connaître. Le CIA 2018 a été pour certains opérateurs économiques une opportunité de signer des conventions et pour d'autres de renforcer leur partenariat. Nous faisons 3 métiers, des équipements pour les télécoms, des batteries et des équipements pour l'éclairage public. Nous avons décidé ensemble de nous implanter par une joint venture en Côte d'Ivoire, de créer sur place une usine pour y déployer nos produits et grâce au savoir-faire technologique et immobilier d'Alain, de développer cette activité en Côte d'Ivoire. Objectif atteint, affirme le président du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, organisateur du salon, au regard des retombées. J'ai été très heureux de constater que certains des fournisseurs d'équipements ont fait des démonstrations de simulateurs de conduite d'équipement. C'est une innovation particulière. Ça veut dire qu'on n'est plus obligé d'aller sur le terrain pour apprendre de plus en plus. Avec les éléments dont nous disposons en Côte d'Ivoire, des personnes peuvent être formées en bureau climatisé à l'utilisation de nos équipements. La prochaine édition est prévue pour 2020. Avec ce développement des infrastructures, notre pays veut booster la transformation locale de Nalakad. Premier producteur, on ne transforme qu'à peine 10%. Pour ce faire, se tient chaque année le CIETA, le salon de l'équipement pour la transformation. Noël Niagno. Palais de la culture de Treichville, devenu palais pour 72 heures du marché d'Afrique des équipements et technologies de transformation de Nalakad, CIETA 2018. Producteurs, investisseurs, chercheurs financiers, partenaires au développement et autres acteurs de la filière cajou de Côte d'Ivoire, d'ailleurs en Afrique et surtout d'Asie, sont à nouveau à Abidjan. Au cœur de leur rencontre, une préoccupation, faire de la transformation de l'Anakad une mine d'opportunités pour la jeunesse africaine. La mine d'opportunités commence par les produits dérivés du cajou. Nous avons 9 produits dérivés à base de pommes de cajou. Le premier, c'est le jus de pomme de cajou qui est très riche en vitamine C. Le deuxième, c'est le vin de pomme de cajou. Le troisième, le vinaigre. Le quatrième, l'alcool. Le cinquième, la liqueur. Le sixième, vous avez la confiture. Le septième, vous avez la farine qu'on prend pour faire les biscuits. Et enfin, le neuvième, c'est le semi-confit de pommes de cajou.
À cette diversité de produits dérivés correspondent des équipements. Pour le jus, on a besoin d'une presse pour presser. Pour l'alcool, on a besoin d'un distillateur. Et pour la confiture, on a besoin d'une marmite industrielle pour pouvoir cuire la pomme de cajou. Ce sont les machines de la faim. Vous avez cette machine qui est un classificateur. La machine qui suit, c'est une ensacheuse sous vide. Pour celles qui font du local, vous avez cette machine qui est une assaisonneuse. On peut faire tout ce qu'on imagine, même qu'on n'imagine pas. Il suffit d'être un peu inventif. Avec la NACA, c'est vraiment une mine d'opportunités. Toutes ces gammes d'équipements peuvent être fabriquées localement et à moindre coût. Le coût d'investissement pour pouvoir avoir une unité de valorisation de la pomme de cajou, c'est-à-dire du jus jusqu'à l'alcool, on peut avoir ça à 2,5 millions de francs CFA. Mieux, ces équipements épousent les réalités énergétiques locales. En Côte d'Ivoire, nous avons construit des machines qui tiennent compte des consommables des énergies, alors que lorsqu'on importe des équipements asiatiques, les coûts d'énergie sont un peu différents, qui fait que les usines qui sont là, vraiment, les coûts de production sont élevés quand on est à la concurrence. Mais à ce titre, on a des machines solides et avec des coûts de production assez faibles parce qu'on tient compte de cela en termes de maintenance, en termes vraiment d'énergie à consommer pour les machines. La réduction de la pénibilité des activités de ramassage des produits est à inscrire sur le tableau des opportunités, sans oublier la recherche. Tout en sélectionnant des clones aux producteurs, nous regardons la qualité et nous combinons les deux critères, production et qualité de la noix. Donc nous avons actuellement des clones qui aujourd'hui ont un taux d'amande très élevé, entre 25 et 31%. Taux d'amande. Or, ce qui est admis sur le marché international, c'est au moins 20%. Et nous, on a déjà 25 à 32. Donc on coupe et la production ainsi que la qualité de la noix. Au total, on peut affirmer que les concepteurs du CIETA, Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'ANACAD, ont tapé dans le mille avec le thème de l'édition 2018. Pour coller à leur vision, ils sont 17 équipementiers nationaux contre 3 venus de l'extérieur. Les agents de santé reprennent le service demain dimanche. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale de la coordination des syndicats de la santé. C'est une suspension du mot d'ordre de grève pour donner une chance à la négociation. Nous Sangaré Isationayo. Après 5 jours d'arrêt de travail, la coordination des syndicats de la santé lève son mot d'ordre de grève pour 2 semaines. C'est ce qui ressort de cette Assemblée générale qui a vu la participation des délégués syndicaux venus de toutes les régions du pays. Nous mettons en profit ces 2 semaines pour la reprise du dialogue avec les autorités, tel que nous avons entendu l'appel de notre ministre, l'appel du ministre de la fonction publique à reprendre le dialogue. Nous accédons à cet appel. Le service reprend donc dans les formations sanitaires publiques à partir de ce dimanche 11 novembre. Nous garantissons cela et nous donnons l'assurance à toute la population qu'elle pourra bénéficier des prestations de soins offertes par l'ensemble des personnels de la santé. Une autre assemblée générale est prévue le 24 novembre prochain. Cette assemblée générale permettra de faire le point de la situation des semaines de négociation et de donner une nouvelle orientation aux différentes revendications. Le ministre de la Santé était sur le terrain. Akaolé est allé se rendre compte des conditions de travail des agents de santé. Il a aussi apporté son soutien aux malades dans les centres visités. Franco Quadio. Après 5 jours de grève de la plateforme des 12 syndicats de santé dénommés Cordi Santé, les centres de santé hospitaliers et universitaires de Cocody et celui de Trècheville sont visités par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Eugène Akaolé est allé s'imprégner des réalités des services d'urgence, des urgences médicales aux urgences chirurgicales en passant par la pédiatrie. Le ministre a échangé avec le personnel de santé et les patients afin d'apporter le soutien du gouvernement. Le droit à la santé, c'est le droit le plus important. Et pour dire aux malades que dans la difficulté, nous sommes avec eux. Ce sont nos parents. Pour dire que nous ne sommes pas différents de ceux qui souffrent ici et que nous comprenons leurs problèmes. Il ne s'agit pas de croire que c'est le gouvernement ou l'État qui ne fait rien, c'est pour ça qu'ils souffrent. Chacun de nous doit assumer sa part de responsabilité. Le ministre de la Santé rassure. Des mesures sont prises pour sécuriser les locaux et protéger les malades. Le président de la République et le Premier ministre se sont engagés à faire en sorte que les Ivoiriens bénéficient de soins de qualité
La tutelle a indiqué que le gouvernement est ouvert au dialogue. Le Fonds de développement de la formation professionnelle adopte un plan stratégique. C'est un calendrier de la formation professionnelle pour les 4 prochaines années. Rodion Télésoro, Franco Quadio. Pour plus d'efficacité dans son fonctionnement, le Fonds de développement de la formation professionnelle veut se donner une nouvelle orientation. Dans le cadre de ces réformes, un plan stratégique pour la période 2018-2022 est élaboré en vue de recueillir différentes contributions pour son adoption. Un atelier est donc initié. Chers collaborateurs du FDFP, vous devez être fiers du travail de construction du futur désiré que vous avez abattu. Nos partenaires du secteur privé qui ont exprimé leur satisfaction quant au rôle accru qu'ils devront désormais jouer dans le développement des compétences au bénéfice de leur secteur d'activité, méritent nos encouragements à persévérer pour demeurer ensemble dans la voie de la collaboration. Pendant 3 jours, acteurs du domaine de la formation professionnelle ont échangé sur le projet du plan stratégique 2018-2022 concernant le Fonds de développement de la formation professionnelle. La nouvelle version du fonctionnement de la structure a donc été adoptée. Sur la route de l'émergence, le capital humain tient une place de choix. C'est avec des hommes et des femmes disposant de qualifications et de compétences professionnelles avérées, en capacité de travailler pour l'entreprise ou de produire pour eux-mêmes, que la création des richesses se fait et que la mutation de la société se fera dans le sens de l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. Le Fonds de développement de la formation professionnelle a été créé en 1991. Il a pour mission, entre autres, le financement des actions de formation continue destinées aux salariés des entreprises et le financement des projets collectifs de formation et de développement des capacités de la population active. Le phénomène des grossesses en milieu scolaire recule de plus de 5000 cas en 2012. On est à 3374 en 2018. Les responsables de l'école ivoirienne vont mettre en place une stratégie de remobilisation. Retrouvons Franck Quadio. Plus de 3000 adolescentes scolarisées tombent enceintes chaque année en Côte d'Ivoire. C'est le bilan des 4 années de campagne présenté par le secrétariat technique de la direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire, DEMOS. Selon ces chiffres, de 2012 à 2018, on note de 5076 cas, on est passé à 3374 cas. La majorité de la communauté pensait que c'était les enseignants qui étaient responsables, mais nos chiffres ont montré que plus de 40% des auteurs des grossesses étaient des élèves. Des chiffres qui alarment toutefois les acteurs du secteur de l'éducation nationale. Une stratégie de remobilisation nationale est donc prévue par la DEMOS pour réduire les cas de grossesse des adolescentes en cours de scolarité. Il s'agit donc de stratégies de sensibilisation de proximité au bénéfice donc des adolescents et des adolescentes. Les sensibilisations également à travers les techniques d'information et de communication avec la mise en place d'une ligne d'appel d'urgence gratuite, la ligne 107. Il y a eu également l'éducation sexuelle qui est dispensée dans toutes les classes par la DPFC depuis la classe de CE2 jusqu'en terminale. Cette action ne se limitera pas à la période de cours uniquement, mais aussi à celle des vacances, car les grossesses surviennent également à cette période. Bakayoko Véronique, représentante de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a prodigué des conseils aux parents. Oui, chers parents, il vous faut redoubler de vigilance et occuper sainement vos enfants et particulièrement vos filles, car c'est de retour de repos scolaire que nous constatons la recrudescence des grossesses. Cette remobilisation va s'étendre aux autres directions de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de l'intérieur du pays dans les jours à venir pour une lutte efficace. La qualité de l'enseignement supérieur au cœur d'une rencontre, les didactiques des disciplines expliquées aux étudiants, c'est un ensemble de méthodes pour construire les connaissances et savoir-faire. Les explications de Franck Quadio. Pour obtenir des résultats probants pendant et après les études, plusieurs approches sont mises en place. Des approches qui diffèrent les unes des autres.
La didactique, par exemple, fait partie de ces méthodes. On ne finit jamais d'apprendre. C'est pourquoi nous avons demandé alors à apprendre auprès de nos maîtres pour nous enseigner et éviter les erreurs pédagogiques, les erreurs du programme et les erreurs de transmission. Cette technique s'apparente-t-elle à la pédagogie ou diffère-t-elle de ce type d'enseignement? Apparemment, la didactique se confond à la pédagogie parce que les sciences de l'éducation ont commencé par la pédagogie. Quand on parle de didactique, il faut toujours didactique de la discipline, didactique des mathématiques, didactique des langues, du français, de la philosophie, de la géographie. C'est toujours didactique d'une discipline. Elle est mieux organisée, elle se réfère à des théories, à des sciences, à des expériences d'ailleurs, pour pouvoir construire cette didactique qui a amené en Europe, bien sûr, à rehausser le niveau du système éducatif. Lors d'une conférence, les étudiants ont bénéficié du bien fondé de l'intérêt et des perspectives de la didactique pour l'Afrique francophone au sud du Sahara. La didactique, pour moi, de ce que j'ai compris, c'est la méthode qu'utilisent les enseignants pour nous apprendre leurs disciplines, leurs différentes disciplines. Donc c'est leur manière de nous transmettre ce qu'ils savent déjà. Cette rencontre a enregistré la présence du président et du vice-président de l'université Robert Zongo du Burkina Faso, des experts qui ont mis en exergue l'importance du nouveau mode d'acquisition de savoir en vue de faciliter l'accès à une formation de qualité, tout en aidant apprenants et enseignants à comprendre le processus d'éducation en se familiarisant avec différentes disciplines. Plusieurs amoureux du livre ont pris part à la grande dictée, un exercice qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième journée d'aquabaculture. Les journalistes, hommes politiques et écrivains ont testé leurs connaissances. Pierre Dipomélin, Franck Dio. De derrière la case, virgule, on a entendu les cantines du défunt claquer, virgule. Un texte de moins de 300 mots extrait du Soleil des indépendances d'Amadou Kourouma. En face, des élèves peu ordinaires venus se prêter à l'exercice. Ce sont des hommes de lettres et des hommes des médias, des étudiants et même des enseignants. Une innovation dénommée la grande dictée à cette deuxième journée des activités d'aquabaculture. Quand nous écrivons, faisons plus attention à l'orthographe et c'est comme si c'était normal. Et on s'est dit pourquoi pas organiser une grande dictée des amis du livre. Des feuilles de copie anonymées, corrigées sur place. Moi je suis sérieux. C'est un exercice qui nous rappelle de vieux souvenirs. J'ai regardé le corrigé, j'ai fait 2 fautes. Mais c'est avec beaucoup de plaisir. Pour l'attente des résultats, bon, on a vu le corrigé. On sait plus ou moins le nombre de fautes qu'on a fait. J'ai voulu participer pour voir si j'avais encore le niveau. Je crois avec le corrigé que j'ai vu que j'ai dû faire 2 fautes. J'ai trouvé ça formidable. Ça m'a replongé un petit peu dans mes années d'enseignant. Quelques minutes d'attente et Marshall Kissi, écrivain et doctorant en lettres, est déclaré vainqueur de cette grande dictée. Sa moyenne, 19 sur 20. Je suis très content d'avoir été distingué à ce concours de dictée. C'est une activité qui va, je pense, stimuler davantage les jeunes pour s'intéresser un peu plus à la question de l'écriture. Aquabaculture œuvre pour la promotion du livre et des écrivains à travers le prix Ivoire. L'événement est à sa 11e édition. Le droit de suivre à la télévision comme à la radio les événements sportifs doit être une réalité. L'Union africaine de radiodiffusion entend mener des actions. Une journée de réflexion des directeurs généraux membres de l'UAR s'est tenue aujourd'hui à Abidjan. Brouaka Pascal, président du conseil d'administration de la RTI, a rappelé l'importance de cette rencontre. Pour lui, il est temps que les dirigeants se penchent sur les droits de retransmission de ces événements. L'Abissa 2018 a eu lieu aujourd'hui à Grand Bassam, moins festive, contrairement aux années antérieures. Un Abissa pour respecter la tradition. Selon le comité d'organisation, cela a été possible grâce à la purification. L'objectif est de permettre la tenue de l'Abissa l'an prochain.
L'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire veut promouvoir les idéaux du parti. Cette formation politique a initié une rencontre de formation. Elle va élaborer des projets de formation des militants. Ahmed Traoré, Moussa Konaté. Renforcer les capacités des cadres et responsables du parti sur les questions sociopolitiques. Préparer les militants à répondre aux défis de la gouvernance politique et les former sur toute thématique utile et en accord avec les idéaux du parti. Ce sont entre autres les missions que s'est assignée l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, ce par le canal d'une formation des formateurs de l'école du parti. Nous allons aujourd'hui former donc les points focaux de l'école du parti dans nos secrétariats régionaux. Les secrétariats régionaux de l'UDPCI sont donc la représentation régionale du parti. Et après donc, la formation de ces secrétaires régionaux-là, nous allons passer à la formation des militants de base sur le terrain. C'est-à-dire qu'après aujourd'hui, des délégations vont aller donc à l'intérieur du pays, dans nos secrétariats régionaux, pour aller former donc, des militants de base sur les idéaux de l'UDPCI, sur les idéaux de paix, sur les idéaux d'une Côte d'Ivoire qui avance. Quelle méthodologie de formation des militants de base de l'UDPCI face aux défis de 2020 ? C'est le thème de cette séance de formation. Les 37 secrétaires régionaux et autres cadres du parti qui seront déployés sur toute l'étendue du territoire auront également pour rôle de recueillir les besoins des militants et de les remonter aux autorités. La Chine offre du matériel à l'armée ivoirienne, un matériel bureautique pour faciliter la gestion au quotidien. Il a été réceptionné par les responsables de l'armée de terre à Boussanogo. En remettant ce lot de matériel, estimé à 7 millions de francs CFA, composé de 11 ordinateurs de bureau, 12 imprimantes multifonctions, de l'encre d'imprimante, des onduleurs, des antivirus, des bureaux, des fauteuils et chaises de bureau et des téléviseurs au général de brigade Kwame Undri Julien, chef d'état-major de l'armée de terre, l'ambassadeur de la République de Chine en Côte d'Ivoire a salué l'excellence des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. Il s'est également félicité de l'action de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le terrorisme avec sa participation à la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, a rappelé que l'action chinoise aux côtés des forces armées ivoiriennes n'est pas à ses débuts. La République de Chine espère, selon son diplomate, étendre son soutien à tout type de besoins des forces armées de Côte d'Ivoire qui devront concerner les entraînements, la capacité opérationnelle et les tâches quotidiennes des armées. En retour, le chef d'état-major de l'armée de terre a salué le geste chinois à sa juste valeur. Pour le général Kwame Undri Julien, ce matériel va renforcer leur capacité administrative et impacter la gestion des affaires de toute l'armée de terre qui occupe 80% des effectifs des forces armées de Côte d'Ivoire. La coopération militaire sino-ivoirienne va monter en puissance dans les prochains jours avec l'acquisition souhaitée de matériel roulant. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, l'entrepreneuriat est au centre de l'intérêt des gouvernants. Les initiatives se multiplient pour soutenir le secteur. Les explications d'Alexis Oudraogo. Ces jeunes entrepreneurs sénégalais ont 3 minutes pour convaincre. Ils participent à un concours mondial pour tenter d'obtenir un financement et développer des entreprises naissantes. Celle d'Olivia Ndiaye est née il y a moins de 2 ans. On s'est très vite entouré de bonnes personnes, on s'est fait très vite incuber pour justement nous accompagner à structurer notre projet. Mais malheureusement, peut-être c'est le côté plutôt finance. Les investisseurs, les investissements, surtout quand on est en early stage start-up, c'est là où il y a un peu plus de difficultés, oui, ça. La relative nouveauté des start-up technologiques ajoute à la frilosité des investisseurs dans un pays où les ressources financières restent limitées. Le fonds d'investissement suisse, CETSAR, est présent, lui, dans 80 pays émergents, dont plusieurs en Afrique subsaharienne. Ce qui manque, c'est des investissements pour des petits projets, pour des startups qui ont besoin peut-être de 10 000, 50 000 $. Et donc toute la partie business angel n'existe pas aujourd'hui. Enfin, n'existe pas, en tout cas, a besoin de se développer beaucoup. C'est notamment une des choses que va faire Seedstar en allant chercher des startups early stage qui aujourd'hui ont souvent beaucoup besoin de financement. Au niveau local aussi, ça bouge. Le CTIC, un incubateur lancé à Dakar, a récemment organisé un sommet régional des investisseurs.
Et l'État a aussi pris des mesures pour favoriser l'entrepreneuriat. Depuis quelques années, le Sénégal a ramené le capital social exigible pour la création d'une société de 1 million de francs CFA à 100 000 francs CFA. On peut avoir un capital de 100 000 francs CFA. Donc je pense que ça facilite beaucoup la création d'une SARL ou d'une SURL, d'une société unipersonnelle. Les autorités, elles, prévoient également l'ouverture d'un parc technologique numérique en 2021 pour dynamiser le secteur. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.